Il y a pas longtemps, j'ai commencé à pas mal traîner sur YouTube manga. Et ce qu'on remarque assez vite, c'est que non seulement il y a une quantité de vidéos et de chaînes dédiées au sujet hyper importante, mais il y a aussi des contenus qui sont très variés sur la forme et sur le fond. On peut tomber sur des résumés, des théories, des tops, des tier lists, des critiques, des vidéos plus humoristiques, d'autres qui ont un objectif plus d'analyse, beaucoup qui sont un peu entre les deux. Ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, moi, ça se rapproche plus du format vidéo-essai. Un format long, quoi. Et donc se pose la question, puisque j'ai pour ambition de faire de cette chaîne une chaîne d'analyse de manga, qu'est-ce que ça veut dire analyser un manga? Maintenant, je pense qu'il faut faire la différence entre la critique et l'analyse. Une critique, c'est de dire si une œuvre, ici un manga, est bonne ou non. Pourquoi ce manga est mauvais, au contraire, pourquoi il est génial. Quelles sont ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses points faibles. Et, sans dénigrer ce travail, personnellement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mon but, c'est plutôt de faire un travail d'analyse. C'est-à-dire, au lieu de vouloir juger une œuvre, plutôt essayer de la comprendre. Comme on pourrait analyser un film, un roman ou une peinture. Chercher les différents niveaux de lecture, le sous-texte derrière l'histoire. Parfois, on peut voir les mangas classés dans deux catégories. Il y aurait d'un côté ceux qui racontent juste une histoire basique, et qui n'auraient rien d'autre de plus à dire que leur intrigue premier degré, qui manquerait d'intelligence, et d'un autre côté, ce qui serait en réalité plus profond que ce qui paraît au premier abord. Des mangas plus sombres, plus adultes, surtout des seinen en vrai, même si ça peut aussi arriver à certains shonen ou shoujo, qui n'auraient pas un, mais deux niveaux de lecture. Ce sont des mangas qui, en plus de raconter une histoire avec des personnages, etc., ont un sous-texte, voire même un deuxième sens caché, un message à délivrer sur la vie, le monde, la société. Alors, qu'en est-il? Est-ce que ça correspond à la réalité? Ou bien, est-ce qu'en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça? Au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment analyser un manga? Vous regardez le manga en question, un format où on interroge sur les plans artistiques, esthétiques, social, historiques et politiques, le manga en tant que média et en tant qu'art. En fait, pour commencer, ce serait une erreur de penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'analyser un manga. C'est un art qui fait de plein de dimensions différentes, et avec chacune d'elles vient un nouvel angle. La première analyse possible, la plus évidente, c'est le scénario. Et pour certaines œuvres qui sont particulièrement denses et complexes, la simple explication du scénario demande déjà pas mal de travail, Surtout quand les auteurs aiment bien créer des chemins scénaristiques particulièrement compliqués, en suggérant certaines choses ou bien en laissant des zones d'ombre dans l'histoire. Une autre méthode d'analyse qui en découle, c'est les théories par exemple. Plus un manga est long, un univers complexe et populaire, et plus les théories sont nombreuses. C'est vrai que c'est une manière super efficace d'explorer toutes les possibilités qu'une œuvre de fiction peut donner au lecteur. Un autre angle très classique, c'est celui de l'analyse psychologique d'un personnage. Ça marche surtout pour des personnages très développés ou bien avec une ambivalence, des personnages moralement ambigus ou avec une évolution particulièrement complexe. On peut aussi faire une analyse graphique du manga. Le dessin, c'est le trait de l'auteur, son style. Il y a aussi les questions de la composition des images, et surtout du découpage, c'est-à-dire la forme des cases, comment elles sont agencées entre elles. Ça prend souvent la forme d'une analyse de planche. Une autre possibilité, c'est l'analyse historique. En gros, quelle est la place du manga ou de cet auteur dans l'histoire du manga en général? Quelles innovations il a pu apporter? Quels sont les héritages qu'on peut encore retrouver aujourd'hui? Ça concerne surtout des vieux mangas, des années 50 aux années 90. On peut aussi analyser un manga vis-à-vis de son auteur et de sa biographie. Ça arrive que comprendre la vie et les expériences d'un mangaka, ça éclaire énormément d'aspects de son œuvre. Et une dernière manière d'analyser un manga, celle qui personnellement m'intéresse le plus, c'est l'analyse politique et sociale. Je parle pas forcément d'une analyse politique dans le sens de la politique, genre l'actualité politique, les partis, les élections, mais plutôt dans le sens le politique. C'est-à-dire l'ensemble de réflexions, de théories politiques que l'on peut produire et qui a pour but de s'interroger sur quelle est la meilleure manière ou quelles sont les meilleures manières de s'organiser collectivement et socialement en tant que société. Et du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ça comprend les questions un peu évidentes de démocratie, de liberté, d'égalité, de justice, mais ça concerne aussi les rapports de domination et d'exploitation qui peuvent exister entre différents groupes sociaux et la lutte contre ces dominations. C'était un peu le but de ma vidéo sur Akira. Parce que oui, j'ai fait une vidéo sur Akira avant, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir, parce que cette vidéo c'est un peu la suite de la première, dans laquelle j'ai exploré ce que Akira dit de la délinquance juvénile
et de sa gestion sociale et politique. Donc à partir de là, on peut se demander, quels sont les mangas qui ont un aspect politique et quels sont les mangas qui n'en ont pas? En fait, une réponse assez courante et avec laquelle je suis personnellement plutôt d'accord, c'est que tous les mangas sont politiques au moins à un certain niveau. On est d'accord, hein? Les mangas dans lesquels on trouve des intrigues vraiment politiques, de lutte pour le pouvoir, de gouvernance, de bataille des idées, ou bien des mangas qui sont vraiment très explicitement orientés politiquement, qui défendent vraiment un point de vue de gauche comme de droite. Ils existent bien sûr, mais ils sont pas très majoritaires. Mais en réalité, toutes les œuvres de fiction, toutes les œuvres d'art proposent au moins à un certain niveau une manière d'appréhender le monde, un point de vue sur l'organisation de la société. Toutes les œuvres d'art sont produites par quelqu'un avec un point de vue, même si parfois l'artiste lui-même ne s'en rend pas compte. Elles ont toutes été créées dans un certain contexte politique qui a au moins à un certain niveau une influence sur le résultat final de l'œuvre. En fait, on peut le voir avec tous ces exemples. Il n'y a pas du tout qu'une seule manière d'analyser un manga. Il y a 1000 manières de nourrir la réflexion, d'ajouter du sens, d'explorer une œuvre. Et ça pose une nouvelle question, c'est celle du nombre de lectures, du nombre de sens qu'on peut y trouver. Parce que s'il y a plein de manières d'analyser un seul manga, alors logiquement, on peut tirer plein de conclusions très différentes d'une seule œuvre. Parce qu'un bon manga, c'est un manga qui se limite pas à un seul thème et qui en explore de nombreux à la fois. Je vais prendre l'exemple de Fullmetal Alchemist. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vais rien spoiler du tout. Ça parle de quoi, Fullmetal Alchemist? Bon, ok, il y a deux frères, Edouard et Alphonse, ils sont alchimistes, c'est un peu genre entre la science et la magie. Ils ont l'un perdu son corps et l'autre sa jambe et son bras en essayant de faire revenir leur mère. Et pour récupérer leur corps, ils se lancent dans une quête pour trouver la pierre philosophale. Et du coup, cette quête, ça va les ouvrir encore vers une intrigue qui va se développer dans un sens. Bref, vous connaissez l'histoire. Mais en vrai, Fullmetal Alchemist, ça parle de quoi? Au-delà du scénario au premier degré, hein, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi le sens de tout ça, le message? Est-ce que c'est une histoire sur les liens familiaux? La relation entre les deux frères est au centre de tout le manga. Et leur relation avec leur père et leur mère, c'est central aussi. C'est un thème qui revient tout au long de la série avec d'autres personnages en plus. Ou alors, peut-être que c'est une œuvre plus philosophique, sur la question de la religion, du sens de l'existence, de la vérité. C'est encore un thème qui revient un peu tout le temps. Et de nombreux éléments du manga sont très inspirés d'un folklore religieux. Ou bien ça parle de la mort et du deuil. Parce que si on y réfléchit, c'est de là que part toute l'histoire, et à toutes les échelles. C'est bien le deuil qui pousse Edouard et Alphonse à réaliser une transmutation humaine pour faire revenir leur mère. Et si on remonte au tout premier élément de toute l'histoire, ce qui déclenche absolument tout le reste, c'est la peur de la mort qui le motive. C'est même le but de tous les personnages, hein. La pierre philosophale. La question centrale, c'est celle de la vie éternelle. Pouvoir vaincre la mort, c'est la quête ultime de l'humanité. Mais il y a aussi une dimension politique hyper forte dans Fullmetal Alchemist. C'est l'histoire de lutte de pouvoir au sein de l'armée dans le cadre d'une dictature militaire. Ça aborde même les questions du génocide, et par ce biais-là, du racisme, des crimes de guerre, du choix entre l'obéissance et la résistance, de la reconstruction. Alors bon, du coup, ça parle de quoi? Parce que là, on a fait plein de possibilités, mais parmi toutes celles-là, laquelle est la bonne? Laquelle nous donne le vrai sens, le vrai message de Fullmetal Alchemist? Tout, hein, parce que c'est un manga complexe, qui aborde plein de thèmes variés, et ces différentes lectures, elles viennent pas s'opposer entre elles se complètent. La lecture qu'on va faire d'un manga, elle dépend aussi énormément de la sensibilité du lecteur. Selon notre vécu personnel, nos opinions, ce qui nous touche, notre corde sensible, on va être plus ou moins marqué par un aspect ou un autre de telle œuvre. C'est pour ça que deux personnes vont pouvoir lire exactement la même chose et en tirer deux conclusions qui sont très différentes. Je vais donner un autre exemple et revenir encore sur Akira. Moi, quand je vois ce film, quand je lis ce manga, ce qui me saute immédiatement aux yeux, c'est la question de la condition sociale des personnages de Kaneda et Tetsuo, la délinquance juvénile qui est une conséquence de cette condition, et la gestion politique et sociale de cette délinquance. C'est ce à quoi je pense tout de suite, parce que c'est ce qui, moi, me touche personnellement, de mon point de vue, de meuf particulièrement intéressée par les questions de l'enfance, de l'adolescence, de la déviance sociale, de la délinquance, etc. Mais si on prend un point de vue radicalement opposé au mien, genre ce mec-là, lui c'est un prêtre catholique, il fait des vidéos, il parle que de religion. Et il a fait une vidéo sur Akira. Lui, ce qu'il matrixe dans la vie, c'est Dieu, les questions religieuses. Alors forcément, lui, quand il regarde Akira, c'est ça qui lui saute aux yeux. La question centrale d'Akira, c'est le pouvoir. Le pouvoir à l'état pur.
qu'on appelle en termes théologiques l'omnipotence. Est-ce qu'un homme pourrait accéder, est-ce qu'un homme pourrait évoluer jusqu'à retrouver cette puissance créatrice omnipotente d'où il sort, cette omnipotence qui est la source de l'univers? C'est le rêve que les hommes ont, qu'en eux il sommeille autre chose que la simple nature humaine. Dieu. Et donc de nous deux, qui a raison? Qui a réellement compris Akira et qui est à côté de la plaque et a mal interprété le message? Eh ben les deux, et aucun des deux. On a chacun fait deux lectures différentes, influencées par nos deux points de vue différents et nos deux vécus différents. Et c'est pas contradictoire, ça se complète. Mais si jamais je trouve que son interprétation, elle est très intéressante, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. Akira, c'est ça, c'est pas autre chose que ça. Au contraire, pour moi, Akira, c'est effectivement ça, mais c'est aussi plein d'autres choses que ça. En fait, on pourrait même dire que pour chaque manga, pour chaque œuvre, il en existe autant de lectures que de lecteurs. Un grand film est un film différent pour chaque personne, à chaque fois qu'il le voit. Un grand film ne dit jamais deux fois la même chose. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment tirer toutes les conclusions possibles d'un manga? Bon, faut pas non plus exagérer, hein. Si je dis, genre, Akira, ça parle de Dieu, ou bien Akira, ça parle de la délinquance juvénile, les deux semblent logiques, c'est pas déconnant. Par contre, si je dis Akira, ça parle de la relation père-fils, bah là, non, ça marche pas, hein. Il y a vraiment aucune relation de cette nature, ni dans le manga, ni dans le film. On peut pas faire dire non plus absolument tout et n'importe quoi à un manga. Mais alors, où est-ce qu'on place la limite? Quelle est la ligne qui sépare les bonnes interprétations des mauvaises? Est-ce que c'est la volonté de l'auteur? Les analyses qu'il aurait confirmées ou invalidées? Dans ma première vidéo sur Akira, on s'était quitté sur ça. On dit en France, et en Occident en général, qu'Akira est le reflet de votre intérêt pour des questions politiques, et en particulier celle du pouvoir nucléaire. Pensez-vous que c'est une interprétation erronée qui vient des différences culturelles entre le Japon et l'Occident? Je connais cette interprétation, mais elle est due au fait que les Français voient tout d'un point de vue philosophique. Ils déforment tout. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses au Japon, et ce n'est pas ce qui est présenté dans le manga. Je n'ai aucune intention d'exprimer mes points de vue politiques ou mes opinions philosophiques. Ça me posait quand même un peu problème, étant donné que j'avais passé genre 40 minutes à proposer une analyse politique d'Akira. Alors, comment peut-on analyser un manga d'un point de vue philosophique et politique, alors que même l'auteur lui-même a officiellement dit que ça ne servait à rien de l'analyser dans ce sens-là, et qu'il n'a pas du tout cherché à exprimer ses opinions? Quelle place doit prendre la parole de l'auteur dans l'interprétation d'une œuvre? Est-ce que c'est là qu'il a trouvé la ligne qui sépare l'explication de la surinterprétation? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit, au contraire, dépasser? Ce que dit un auteur sur son manga, en général, on considère que ça fait autorité. S'il a validé une manière de voir l'histoire, on va se dire que c'est bon, c'est la vraie signification. Et à l'inverse, s'il contredit une piste, comme c'est le cas ici, beaucoup de gens vont estimer que c'est mort, ça n'a plus d'intérêt. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une manière si pertinente de voir les choses? Ça peut paraître un peu paradoxal, mais est-ce que c'est pas possible qu'un auteur puisse se tromper sur son propre manga? Passer à côté de quelque chose? Parce que bon, Akira, ça parle pas de politique, il y a aucun aspect politique. Ça parle pas de nucléaire? Vraiment, genre? Là, il n'y a aucun lien à faire avec le nucléaire. Franchement, ça semble difficile à défendre, hein. Et honnêtement, je trouve pas que, parce que c'est Otomo qui le dit, ça devient plus vrai. Il y a vraiment trop de ressemblances, trop de coïncidences. Et le tout dans un contexte tant historique que géographique, qui fait que c'est impossible de passer à côté du parallèle avec la puissance nucléaire. Mais peut-être qu'Otomo est très sincère dans ce qu'il dit, hein, qu'il a vraiment pas voulu aborder ce thème délibérément, donner son opinion sur ce sujet. Peut-être que le nucléaire ressort de façon plus inconsciente. Peut-être qu'il a mis tout ça dans Akira sans même s'en rendre compte. Après tout, un artiste qui aborde certains thèmes involontairement, guidé par son inconscient, c'est pas si rare. Et si jamais c'était vraiment genre ni consciemment ni inconsciemment rien, il veut vraiment pas du tout parler de nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner cette piste? Eh ben, à mon avis, non. Parce que pour analyser un manga, il faut être au moins deux. Il faut un auteur, un mangaka, et un lecteur. L'auteur n'est pas le seul à faire un travail de réflexion, à faire des liens avec d'autres choses, à interpréter. C'est pour ça qu'à mon avis, même si un mangaka n'a
aucune intention d'aborder un thème dans ce manga, à partir du moment où, chez certaines personnes, ça trouve un écho, à partir du moment où il y a des lecteurs pour faire ce lien, alors le sens est là, indépendamment de la volonté de l'auteur. En 1968, le philosophe Roland Barthes publie La mort de l'auteur. Dans cet essai de 7 pages, il explique que jusque-là, la critique littéraire n'a pas arrêté d'analyser l'auteur, d'essayer de connaître sa vie, sa psychologie, pour pouvoir comprendre l'ensemble de son œuvre, pour en déduire le message derrière son art. Et selon lui, cette approche est une erreur, parce qu'elle enferme le sens en traçant une ligne entre les vraies et les fausses analyses, alors que réfléchir à l'opposé permet au contraire de libérer le sens, de pouvoir explorer des pistes à l'infini. Selon lui, l'acteur principal dans l'interprétation d'une œuvre d'art, c'est pas l'auteur, c'est le lecteur. D'où le titre de son essai. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Après, je suis pas forcément 100% d'accord avec lui, dans la mesure où je pense que s'intéresser au point de vue d'un auteur sur son œuvre, ça a quand même un intérêt. Mais cette perspective, je trouve qu'elle permet de se libérer d'une vision presque dogmatique d'un auteur qui aurait toujours le dernier mot sur son travail, quitte à effacer des analyses qui peuvent être super intéressantes. Mais cet essai va plus loin que remettre en question le rapport que l'auteur doit avoir avec son œuvre. Il interroge plus généralement la notion de message dans une œuvre, la signification de sens. C'est quelque chose qui revient souvent. On a trouvé la vraie signification de tel manga. Quel est le vrai message caché derrière cet animé? Mais en fait, comme on l'a déjà vu, penser qu'un manga n'a strictement qu'un seul sens, qu'un seul message, c'est une impasse. Ça empêche de réfléchir pleinement une œuvre. Et c'est pareil pour cette histoire de niveau de lecture, hein. Au début de la vidéo, j'ai dit qu'on pouvait faire la différence entre les mangas qui racontent juste une histoire comme ça et ceux qui ont un deuxième sens, un sous-texte. Souvent des mangas vus comme meilleurs, plus adultes, plus sombres. Mais en fait, cette manière de penser, elle n'a aucun sens. Tous les mangas, absolument tous, ont plusieurs niveaux de lecture. Absolument aucune œuvre au monde ne parle que et uniquement que de son histoire premier degré, sans aucune autre lecture possible. Ça n'existe pas. Tous les mangas abordent différents thèmes, existent dans un contexte et ont des lecteurs pour proposer des pistes, des angles d'analyse. Et parmi tout ça, on peut faire de l'analyse politique. On dit souvent qu'il faudrait expliquer, déchiffrer un manga pour pouvoir le comprendre. Mais une œuvre d'art, c'est pas comme un message secret qu'il faudrait décoder avec une clé de décryptage. Et une fois que c'est fait, c'est bon, on a compris le sens. Parce que dans ce cas-là, une fois que le mystère est résolu, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus qu'à reposer le livre dans la bibliothèque, hein. Pas la peine de le rouvrir, l'enquête est résolue. Penser le sens de chaque manga comme un secret qu'il faudrait percer, c'est non seulement un raisonnement pauvre qui ferme beaucoup plus de perspectives qu'il n'en ouvre, mais c'est surtout une profonde incompréhension de ce qu'est foncièrement l'art. Si on veut utiliser d'autres allégories pour parler du travail d'analyse, on pourrait dire que plutôt que d'un message codé à déchiffrer, une œuvre, c'est plutôt comme un nœud à démêler. On peut aller dans plusieurs directions à la fois. On tire un fil et il y en a un autre qui vient avec. En fait, on sait qu'on n'arrivera jamais à le défaire complètement. C'est pour ça qu'il existe des œuvres d'art, de la littérature, de la poésie, du théâtre, qui datent d'il y a des centaines, voire des milliers d'années. Il y a toujours des gens pour travailler dessus, qui cherchent des nouvelles manières de voir ces œuvres. Alors qu'il y a déjà eu des centaines d'articles, de bouquins et de thèses faits sur le sujet. Dans l'écriture multiple, en effet, tout est à démêler, mais rien n'est à déchiffrer. La structure peut être filée, comme on dit d'une maille de bas qui part, en toutes ses reprises et à tous ses étages, mais il n'y a pas de fond. L'espace de l'écriture est à parcourir et n'est pas à percer. L'écriture pose sans cesse du sens, mais c'est toujours pour l'évaporer. Elle procède à une exemption systématique du sens. Une œuvre d'art, c'est pas comme un puzzle qui est éparpillé en 1000 morceaux et qu'il faut reconstituer, où il n'y a qu'une seule bonne réponse, qu'une seule bonne manière de le reconstruire. Et une fois qu'on l'a fini, c'est bon, on a trouvé l'image qui était cachée. C'est plutôt comme un labyrinthe à explorer. On peut toujours tenter de nouveaux chemins. C'est pour ça que personnellement, au lieu de parler d'explication de manga, je préfère parler d'exploration. Parce que l'exploration ne se finit jamais vraiment. Parce qu'analyser une œuvre, c'est toujours l'enrichir et jamais fermer la porte à d'autres lectures. Et je pense que c'est là qu'on touche au véritable intérêt de l'analyse artistique. Une œuvre, c'est comme un labyrinthe. Et pourquoi est-ce qu'on a créé des labyrinthes? Pour pouvoir s'y perdre. Analyser une œuvre, c'est se perdre dedans. Il y a vraiment quelque chose
d'excitant, un frisson dans le fait de se perdre, d'errer sans savoir où on va, où est la sortie. C'est un peu comme le fait de résoudre une énigme. Ce qui est fascinant, c'est de chercher, de tâtonner, sans savoir si on est sur la bonne piste ou non. Quel est l'objectif d'un mystère? Pourquoi est-ce qu'on aime résoudre des mystères? La réponse évidente, ce serait pour avoir la solution. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce qu'une fois que la solution est dévoilée, le mystère perd tout son intérêt. Dans un roman policier, le cœur du scénario, c'est l'enquête, le fait de chercher la vérité. Mais le moment de la résolution, c'est la fin de l'histoire. Quand on regarde une vidéo sur un truc énigmatique, un mystère, la raison pour laquelle on a cliqué sur la vidéo, c'est pas pour avoir la réponse à l'énigme. La preuve, c'est que parfois il n'y a même pas de réponse. Le mystère reste irrésolu jusqu'à la fin. On regarde ces vidéos pour connaître le déroulé de la recherche de la réponse. Le moment de la vérité, c'est la fin. Il n'y a plus rien après. Parce que dans ces moments, ce qu'on recherche vraiment, ce n'est pas la vérité. C'est l'excitation qui vient avec le fait de chercher la vérité. Et analyser, explorer une œuvre, un manga ou une série, un film, un roman, un album, c'est un peu pareil. C'est ce même sentiment de chercher la vérité, de percer le mystère. Mais le vrai objectif, ce n'est pas de trouver la vérité, comme s'il y avait qu'une seule vérité et que tout le reste était faux. C'est le plaisir de tenter de nouvelles pistes, de trouver de nouveaux angles d'analyse, de faire ce travail de recherche de la vérité à l'infini. Je pense que c'est ce qui explique la popularité immense des vidéos de théorie sur les mangas. Pour les mangas les plus connus, surtout avec un lore très complet qui s'y prête très bien, One Piece par exemple, la quantité de vidéos comme ça est tellement énorme, elles ont un succès de ouf. Mais alors pourquoi est-ce qu'on aime autant regarder ces vidéos de théorie sur nos mangas préférés, alors qu'on sait très bien qu'elles sont soit probablement fausses, ou alors qu'elles seront ni confirmées ni infirmées et qu'on saura jamais. Le vrai intérêt, c'est pas de savoir si réellement la théorie est vraie ou pas. C'est le plaisir de construire, de découvrir la théorie et de se dire après tout, en vrai, ça pourrait marcher. C'est le fait de chercher la vérité, pas de l'obtenir. C'est pour ça que les œuvres qui sont les plus énigmatiques, avec les fins les plus obscures, celles qu'on comprend le moins, sont celles qui sont les plus fascinantes. L'absence de résolution pousse le spectateur à rechercher sa propre solution. Il force chaque spectateur à se faire son film, et à le prendre comme prisme pour relire son passé et construire son futur. C'est pour ça que quand on analyse un manga, dans les thèmes qu'il pourrait aborder, les symboliques que tel élément ou tel personnage peuvent représenter, les messages qu'il pourrait véhiculer, on ne cherche pas une réponse définitive. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à une seule analyse, une seule vision de ce que dit l'auteur sur son œuvre. Analyser, c'est toujours explorer, et c'est toujours se perdre dans une œuvre labyrinthe qui propose des chemins de réflexion à l'infini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine. Il s'agira d'une analyse du manga Fullmetal Alchemist de Hiro Murakawa sous l'angle du génocide, de la dictature militaire et des questions de racisme, de colonialisme, de justice et de vengeance.